Partons dans les Balkans, visiter un des plus jeunes États du monde, le Monténégro. Le Monténégro, bordé par la mer Adriatique, est le seul pays frontalier avec chacun des anciens États membres de l'ancienne Yougoslavie. Malgré sa récente indépendance, il a une histoire longue de plusieurs siècles en tant que duché indépendant. Notre périple nous emmène dans une des plus anciennes villes côtières de l'Adriatique, Budva. La légende raconte que Budva fut découverte autrefois par un marin grec portant le nom de Boutoi. Ce qui marque au premier abord, c'est l'héritage des civilisations grecques et romaines, et dans un troisième temps, chrétiennes. La richesse architecturale de la ville de Budva, où nous nous trouvons, est marquée par son patrimoine sacré. Comme beaucoup d'autres cités qui ont traversé les différentes époques de l'Antiquité à l'âge moderne, toute l'histoire de la ville est une histoire de religion. Budva était un évêché avec sa grande église à 3 nefs. Il y avait 6 églises ici et le culte de la Madone qui veillait sur la ville. On pensait qu'elle était protectrice de Budva. Aujourd'hui encore, nous conservons une icône de la Madone de Budva qui avait des pouvoirs miraculeux et qui protégeait les habitants contre les pirates, les maladies, la peste et même les tremblements de terre. Toute cette histoire est bien sûr encore pleine de secrets. On se trouve dans le cœur ou le noyau spirituel de la ville de Budva. L'héritage est tout au long des différentes époques, visible de nos jours, bien sûr, toujours. Alors également, on a 6 églises, enfin 4 existantes en parfait état architectural, et les restes de 2 églises. Je nommerai d'abord l'église de Santa Maria in Punta, qui est une des plus anciennes églises chrétiennes dans ces régions-là. 804, quand même, c'est le début du 9e siècle. Il y a l'église de Saint-Sava. Également, comme vous pouvez le voir, les églises chrétiennes et orthodoxes se côtoient, sont juste les unes à côté des autres. Alors, on doit ça à l'héritage et puis aux influences différentes qui se brassaient sur ces territoires. Byzantin, slave, orthodoxe et latin, catholique. La tradition de cette ville, et les gens ici en sont très fiers, c'est que les 2 communautés chrétiennes, orthodoxes et catholiques, cohabitèrent toujours vraiment d'une belle façon sur ces territoires. Si l'influence chrétienne est très présente, il ne faut pas oublier que cette ville fut mentionnée la première fois par Sophocle au IVe siècle avant Jésus-Christ dans sa pièce Osiris. On trouve aussi sa mention sur la carte du géographe grec Claude Ptolémée datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Budva, bâtie il y a plus de 2500 ans, est une des plus vieilles villes de la région. En ce moment, nous sommes à côté d'une mosaïque qui a été trouvée dans la nécropole à proximité de la vieille ville. Celle-ci date de l'Empire romain, soit une des premières périodes de l'existence de Budva. Vu son apparence, on peut s'apercevoir qu'elle a été réalisée avec une très belle technique. Ceci nous indique que les populations qui vivaient là étaient extrêmement riches. Toutes les autres découvertes de la nécropole nous confirment cela, spécialement les objets en or et en verre d'époque romaine, qui étaient très nombreux. Tout ceci nous prouve qu'au cours de cette période, Budva était un centre important de l'Empire romain. Malgré 2500 ans d'écart, l'art du travail de la mosaïque a résisté au fil du temps à Budva. De nombreuses expositions ont lieu dans la région. Rendons-nous dans un lieu bâti en 1413 par le roi Balza III. Nous sommes ici dans le monastère de Prasvika. Ici, je crée une œuvre d'art, une mosaïque. Et elle est destinée à cette exposition où se côtoient les arts des pays voisins. Du Monténégro donc, de la Bosnie, de la Serbie par exemple. C'est très important que cette première exposition commence ici, exactement à cet endroit au monastère Prasvika. Car ma vie est intimement liée à cet endroit. J'habite même ici à proximité, à 1 kilomètre entre Stevi Stefan et le monastère. J'ai même créé une mosaïque de Stevi Stefan par amour de cet endroit où je vis. L'îlot de Stevi Stefan est situé à 7,5 km du centre-ville de Budva. Cet ancien village de pêcheurs
est un des bijoux de l'Adriatique et la carte postale du Monténégro. La légende raconte que ce lieu fut bâti par chacune des 12 tribus du clan des Pastrovici. L'héritier du clan nous en conte l'histoire. La légende raconte que les Pastrovici ont eu des relations très fortes avec la ville de Kotor. Au début du XVIe siècle, le roi Ludovic des Ugriens a attaqué Kotor et les Pastrovici sont partis aider la population de Kotor à défendre leur ville. Lors de leur retour, sur la plage de Jaz, une plage à côté de Budva, ils ont croisé des galions turcs, des galions pirates. Les Turcs ayant débarqué pour effectuer des actes de pillage, les bateaux n'étaient pas bien protégés. Les Pastrovici sont alors partis à l'attaque de ces galions, les ont pris d'assaut avant d'en couler 3 ou 4. Avec un galion, ils ont ramené leur butin ici à Stevi Stefan. Là, ils ont décidé de ne pas se distribuer le butin entre eux, mais de construire ici, sur cette île déserte à l'époque, 12 maisons, une pour chaque tribu. À l'intérieur de celle-ci, ils pouvaient trouver un abri en cas d'attaque de pirates venus de la mer ou des Serbes venant par le nord. Mais qui fut Stevi Stefan? Sveti, ici dans la langue monténégrine, ça veut dire Saint Stéphane. Si on voulait traduire directement dans l'église chrétienne catholique, ce serait Saint Étienne, en fin de compte. C'est un saint universel du monde chrétien. Ce saint-là est le saint patron des clans des Pastrovici. C'est à lui qu'il prêtait serment. Et bien entendu, l'église principale, la première qui est créée sur cet îlot, qu'il est protégé, elle est dédiée à lui. Ce n'est qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que le village retrouve une nouvelle vie, car il fut transformé en résidence de luxe par le maréchal Tito. Grand cinéphile, le maréchal y retrouvait les stars du grand écran comme Sophia Loren ou Richard Widmark. À la fin des années 50, ce village charmant est devenu un hôtel de charme, très connu bien sûr, classé comme une des perles de l'Adriatique et des côtes du Monténégro. L'histoire continue aujourd'hui toujours. On a un hôtel qui réceptionne des célébrités qui viennent du monde entier, de l'Europe entière. Et c'est un hôtel qui a beaucoup de belles petites ruelles qui sont cachées, des petites placettes. La végétation, comme vous avez pu le voir, est purement méditerranéenne. Et également un charme inouï. Au printemps, par exemple, et en été, les senteurs de toutes les fleurs qui éclorent et qui fleurissent ici sont vraiment magnifiques. Qui dit hôtel de luxe, dit aussi une table à la hauteur des lieux. Pour se mettre en concordance avec les standards internationaux en matière d'hôtellerie, une école de cuisine a vu le jour. Sous la houlette de 2 chefs, celle-ci forme notamment les jeunes cuisiniers à une gastronomie plus contemporaine, mais aussi à redécouvrir les plats traditionnels du pays et de la région. Chaque région du Monténégro a sa propre spécialité culinaire. Le pays est riche de recettes locales et nationales. Ici, à Budva et dans les régions aux alentours de Budva, de Pastrovici à Petrovac, nous avons nos propres spécialités. Ce sont par exemple les macarouli ou la pasticciada avec des macarouli. C'est un plat vraiment délicieux, riche et très facile à préparer. Sa recette remonte à environ 300 à 400 ans. Une recette simple. De la farine, des œufs, du fromage et de la viande. Son secret réside dans le tour de main et l'harmonie entre ces différents ingrédients. Cet effort pour atteindre l'excellence se retrouve dans les salaisons locales. Comme toutes ces régions, difficiles d'accès à l'époque, il était nécessaire de saler ou fumer les aliments pour les conserver. Il faut d'abord saler les jambons. On les met sur le sable et sous une lourde charge pour drainer le liquide du muscle. En principe, cela se fait au bout de 2 semaines, mais en réalité, cela dépend du poids du jambon. Le jambon est ainsi de meilleure qualité et renferme moins d'eau.
On sèche le jambon ici pendant 5 mois, avec une légère fumée, pour qu'il ne soit pas trop noir. Le jambon devient sec, on voit des gouttelettes qui tombent, c'est le résultat du séchage et la cause de la perte de poids. Après 4 mois, on met les jambons dans une pièce spéciale avec un fort séchage. C'est le processus de maturation. Un patrimoine gastronomique, architectural, mais aussi un héritage chorégraphique fort. Celui-ci est le symbole d'une culture et d'une personnalité commune à tous les groupes sociaux. Un parfait exemple pour s'imprégner de l'identité d'un pays. Le Monténégro est riche de diverses traditions. Son patrimoine culturel est très varié et bien sûr les plus spécifiques sont le folklore et notamment les danses traditionnelles. Une des traditions les plus intéressantes et reconnaissables est celle nommée Kolo Oro, lors de laquelle 2 jeunes gens, un homme et une femme, dansent ensemble et sautent en rond avec leurs mains levées, écartées, pour ressembler à des oiseaux de montagne. Sur la côte du Monténégro, là où nous sommes actuellement, il existe aussi beaucoup de jeux et de danses. Les plus classiques sont les danses Kolo de la baie de Boka, nommées danse de Boka ou Kolo de Boka. Un autre joyau, naturel cette fois, nous attend à quelques kilomètres de Budva. La grotte de Lipa. En 1918, au cours de la Première Guerre mondiale, à l'entrée de la grotte du côté droit, il y avait une pierre qui était gravée. Pourtant, la grotte n'a été ouverte solennellement qu'en 1929. La grotte est connue grâce à l'incroyable concentration de stalactites et de stalagmites que vous pouvez apercevoir. La couleur qui les orne vient des minéraux qu'elles contiennent. En continuant la visite, vous pouvez voir les précieuses concrétions de couleur grise, blanche et noire. C'est ce que l'on appelle le piano. Cette diversité des patrimoines propres à Budva ne manquera pas de vous étonner. Rosno cvijeće do koljena.